Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette première émission de 2024 et je vous adresse évidemment tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'avère être celle du dragon en Chine. Je ne vous dis pas cela par hasard, je vous dis cela parce que nous allons parler de l'Empire du Milieu ce soir avec un entrepreneur français et géopolitologue en Chine, Laurent Michelon, qui est l'auteur de l'essai « Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente de l'hégémon isolé », publié chez Perspective Libre en 2022 et que nous allons retrouver sur Skype. Donc Laurent Michelon, merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Choc du Monde. Vous travaillez entre la France et la Chine et vous avez à cœur de contredire les préjugés à l'égard de la Chine pour en saisir davantage la complexité, ce qui d'ailleurs est un enjeu fondamental aujourd'hui au vu du déclin occidental, appelons-le tel qu'il est, de l'essor de nouveaux équilibres mondiaux et des crises qui leur donnent naissance sous nos yeux. Alors j'aimerais commencer par là, par l'actualité immédiate, Laurent Michelon. Le conflit à Gaza se régionalise, les rebelles houthis au Yémen, par solidarité avec Gaza, menacent des navires en mer Rouge. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, principalement, ont déjà tiré sur des navires houthis. Et donc, il y a une menace d'escalade, mais c'est déjà concrètement une menace sur le commerce entre l'Occident et la Chine. La Chine a-t-elle de quoi être inquiète, Laurent Michelon? Je rappelle d'ailleurs que 40% du commerce mondial, maritime mondial, passe par la mer Rouge. Oui, je pense qu'elle a effectivement de quoi être inquiète parce que les rebelles houthis ne tiraient pas sur les navires chinois, sur les navires russes, sur les navires de tous les pays du Sud global. Ils tiraient uniquement sur les navires qui étaient soit israéliens, soit qui se rendaient dans des ports israéliens. Et justement, cela posait un problème à ce que j'appelle dans mon ouvrage l'hégémon anglo-américain, qui se sont dit mais finalement ça va pas aboutir au résultat escompté qui était de perturber les routes maritimes, et ils l'ont dit d'ailleurs, les Américains l'ont dit, se sont plaints du fait que la Chine ne faisait rien. Ne tenez pas à participer à l'effort de police sur les routes maritimes. Et les Américains disaient, mais c'est quand même la Chine qui profite principalement de ces routes maritimes. Comment se fait-il qu'ils ne réagissent pas? Et la Chine a bien senti le piège qui lui était tendu, à savoir de rentrer dans une opération de police armée, et donc ce qui contredirait totalement son discours de puissance économique pacifique. Qui ne veut pas qui ne veut pas réaliser les mêmes erreurs que l'hégémon anglo-américain depuis 100 ans, qui est de répandre la démocratie libérale à coups de canonnière. Donc la Chine n'est pas rentrée dans ce piège-là, et donc les Américains avec les Anglais ont décidé de perturber les routes maritimes de toute façon, ce qui est certain que ça va poser des problèmes à la Chine, parce qu'effectivement, soit il faut passer par le cap de Bonne-Espérance, qui rajoute quand même 15 à 20 000 km, avec les coûts d'assurance, avec les coûts de transport, avec les délais que ça augmente. Mais en même temps, on voit que Vladimir Poutine vient un petit peu à la rescousse, puisqu'il vient reproposer à la Chine d'intensifier en fait le trafic maritime par la route maritime du Nord. Alors, elle n'est pas encore utilisable 365 jours par an, quoique, puisque la société Rosatom qui opère les brise-glaces nucléaires a dit qu'à partir de l'hiver prochain, elle pourrait ouvrir la route à l'année longue. Donc on va voir, je pense, un certain détournement du trafic maritime entre l'Asie et l'Europe passer par là. Par le Grand Nord, très bien. Alors, au vu des ordres mondiaux actuels, la Chine apparaît malgré ses failles, et c'est ce que vous venez de dire à l'instant, Laurent Michelon, en parlant de puissance pacifique. La Chine apparaît comme un point d'équilibre. Alors, je vous propose, et pour nos téléspectateurs aussi, un point d'explication rapide de l'actualité chinoise des derniers jours, des dernières semaines. L'économie chinoise est plus résiliente et plus dynamique que précédemment, a déclaré le président Xi Jinping dans son discours du Nouvel An. Au cours de cette prise de parole, le président chinois a aussi affirmé que son pays sera sûrement réunifié. Pour 2024, il a appelé à réussir la stabilisation économique de long terme. Depuis la crise du Covid, la deuxième économie mondiale a peiné à rebondir, avec notamment un taux de chômage de 21% chez les jeunes à l'été dernier.
Le pays a néanmoins atteint 4,9% de croissance au troisième trimestre. Cela dit, c'est surtout sur le front diplomatique que la Chine a réalisé une percée en 2023, permettant d'apaiser les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, solidifiant son alliance avec Moscou et plaidant dans le conflit de Gaza pour une solution à deux États, et tout cela en dépit des pressions occidentales. Laurent Michelon, on a donc décrit sans cesse la Chine comme un colosse à pied d'argile, en Occident bien sûr. La Chine va-t-elle si mal économiquement, comme tendent à le dire les médias occidentaux ? La réponse est assez simple. La Chine, avec des estimations assez basses, a eu 4,9% de croissance l'année dernière, ce qui est très bas pour la Chine, puisque la Chine était habituée à des taux de croissance à deux chiffres depuis une vingtaine, trentaine d'années. Sur les 10 dernières années, c'était plutôt 8-9%. Donc forcément, il y a un ralentissement fort. Cela dit, ça continue, l'économie continue de croître petit à petit. Il y a un énorme changement de paradigme en Chine, où avant c'était vraiment le développement immobilier qui tirait la croissance, les infrastructures, des choses comme ça. Et là, ça fait 4 ou 5 ans que le gouvernement chinois ne soutient plus ces domaines, où ils ne sont plus générateurs de croissance. C'est parti sur des domaines différents, sur tout ce qui est pharmaceutique, les nouvelles technologies sur les énergies propres, pardon. Donc, il y a un changement qui fait que la croissance ne peut pas repartir immédiatement. Et il faut savoir aussi que la Chine fait face à ces politiques de découplage américain et de dérisquage européen qui ont pour but justement d'empêcher, sous couvert bien évidemment de récupérer des industries en Europe et aux États-Unis, mais ce qui n'arrive pas en fait, ça part vers d'autres pays en développement. Mais donc forcément, la Chine qui se retrouve face à ses deux plus gros clients qui refusent de lui acheter, forcément, il y a une baisse de croissance. Mais elle est en train de se réorganiser avec les pays du Sud global. La Russie, on a vu que le commerce avec la Russie a dépassé les espérances de 2023, puisqu'ils ont atteint en 2023 le chiffre qu'ils espéraient atteindre fin 2024. De plus de 200 milliards de dollars. Donc oui, la Chine a de fortes difficultés économiques en ce moment. Beaucoup d'entrepreneurs chinois s'en plaignent. Mais Xi Jinping a demandé publiquement à la population d'être patiente en leur disant que 3 ans de Covid, on ne pouvait pas redémarrer aussi vite que ce qu'on avait pensé. Les statistiques officielles n'ont pas embelli les chiffres. Elles ont dit c'est très décevant par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais voilà, ça reprend petit à petit. Et 2024, quand on parle avec les entrepreneurs ou des gens qui travaillent dans la banque ou la finance, on ne s'attend pas à ce que ce soit une année très florissante non plus, avec le contexte international qui, en plus de ça, vient s'ajouter à tout ça, puisqu'on parle de conflits avec les Philippines ou des choses comme ça. Donc, je veux dire, les gémons anglo-américains déploient tous ces efforts justement pour que la croissance ne reprenne pas en Chine. Donc, il y a des vents contraires, mais alors, vous avez évoqué Xi Jinping. Sa croissance, ses objectifs de croissance sont peut-être un peu grippés, mais en tout cas, cela fait 10 ans qu'il a lancé un projet pharaonique, les routes de la soie. Pour résumer, 2000 milliards de dollars accordés à 160 pays, 21 000 projets à travers le monde. C'est donc absolument titanesque. Nous pouvons d'ailleurs apercevoir ces routes de la soie sur cette carte réalisée par Choc du Monde. Alors, on a reproché à Xi des projets qui ont conduit à endetter des pays partenaires à hauteur de 1100 milliards de dollars, selon certains médias occidentaux, les rendant dépendants de la Chine. Alors, Laurent Michelon, les routes de la soie, très concrètement, est-ce un cheval de Troie chinois ou, au contraire, une altermondialisation bénéfique pilotée par la Chine ? Si vous voulez, le terme qui est utilisé dans les médias de masse occidentaux de cheval de Troie, c'est évidemment destiné à ternir l'image de la Chine, parce qu'un cheval de Troie, qu'est-ce que c'est ? C'est pour pénétrer une place fortifiée par la ruse. Or, il y a plus de 140 pays qui participent aux nouvelles routes de la soie. Jusqu'à nouvel ordre, c'est pas des pays qui ont été forcés d'entrer. Au contraire, ils font la queue pour établir des partenariats. Il n'y a que certains pays européens, bizarrement, qui sortent des routes de la soie. On a vu que fin décembre, l'Italie est sortie des routes de la soie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sortie des routes de la soie de façon très discrète et en donnant pas de raison particulière, sauf en disant ça n'a pas donné les résultats escomptés.
mais ce qui est absurde, parce que c'est un projet qui a à peine 10 ans et qui coûte rien, puisque de toute façon, c'est juste de mettre en commun. En fait, c'est un emballage de projets bilatéraux déjà existants. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Italie est la seule à être sortie. Il y a encore 140 pays qui, eux, vont profiter des nouvelles routes de la soie. L'Italie en sort en disant on n'a rien, ça ne nous a pas apporté de résultat jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui dit que d'ici 5 ans, ça n'apporterait pas de résultat? Or, comme ça coûte rien, ni à l'État, ni aux entreprises italiennes, on se pose la question de pourquoi sortir. On sait très bien pourquoi ils sont sortis. Ce sont des pressions anglo-américaines. Ce qui explique l'absence d'explications sensées. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de membres qui veulent rejoindre les nouvelles routes de la soie. Il y a très peu de membres qui en sortent, et ils en sortent uniquement par la coercition américaine. Quant à la question du piège de la dette, qui est souvent avancé dans les médias occidentaux, il y a quand même des dirigeants africains. Il y a le président du Sri Lanka, il y a le président du Kenya qui ont expliqué que c'était absolument pas le cas, qu'au contraire les deux pays étaient bénéficiaires des nouvelles routes de la soie. Donc, comme toujours, c'est une accusation qui est portée à la Chine, sans substance, sans preuve, et petit à petit, ce sont les dirigeants des pays concernés qui reviennent mettre les pendules à l'heure. Voilà. Et puis bon, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que quand on accuse la Chine de faire un piège de la dette, c'est en fait une projection de ce qu'ont fait les Américains à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall, qui lui, pour le coup, était vraiment un piège de la dette. Donc ils s'imaginent que la Chine, qui devient une puissance économique, ne peut pas s'empêcher de faire la même chose qu'eux. Voilà. Alors vous avez évoqué Vladimir Poutine il y a quelques instants. Je voulais justement m'attarder sur la relation russo-chinoise qui semble exploser ces derniers temps, enfin petit à petit depuis 2 ans principalement. On comprend très bien l'intérêt de Vladimir Poutine de se tourner vers Pékin puisqu'il lui faut trouver de nouveaux débouchés face aux sanctions occidentales. Mais quel est aussi l'intérêt chinois de s'ouvrir à Moscou? On a souvent accusé Moscou d'être désormais pieds et poings liés, excusez-moi, avec Pékin. Est-ce vraiment un partenariat gagnant-gagnant entre Moscou et Pékin? Oui, c'est un partenariat gagnant-gagnant dans le sens où, par exemple, sur la question de l'opération spéciale en Ukraine, la Chine, justement, puisque toute l'Europe s'est fermée à la Russie, la Russie s'est tournée vers la Chine. Et ce qui a permis à la Chine, c'est d'abord de pouvoir augmenter ses achats d'hydrocarbures à la Russie. Il y a quelque chose d'assez significatif qui s'est passé. Alors, c'est pas quelque chose qui va changer la donne, mais c'est très significatif d'un point de vue historique. Il y a la semaine dernière le port de Vladivostok, qui était un port chinois il y a 160 ans, qui avait été donné à la Russie par la dynastie des Qing et qui était fermé aux bateaux chinois depuis 160 ans. Là, la Russie vient d'ouvrir le port de Vladivostok pour désenclaver en fait les régions du nord-est chinois qui, au lieu de envoyer leurs marchandises à 1000 km au sud dans des ports chinois, peuvent maintenant les envoyer à 200 km à Vladivostok et ensuite les envoyer par bateau dans d'autres ports chinois. Donc ça a permis à la Chine d'avoir un nouveau port, qui est d'ailleurs le plus grand port en eau profonde sur le Pacifique pour la Russie, de pouvoir l'utiliser à des fins domestiques pour la Chine. Donc ça, c'est une première chose. Donc ensuite, il y a aussi un projet de zone économique spéciale dans la région, entre Vladivostok et la ville de Harbin, qu'on appelait à l'époque la Paris de l'Orient, et où Pékin a déjà voté des budgets colossaux qui sont en plusieurs, je crois que c'est 1,4 trilliard de RMB. Donc c'est colossal pour développer cette région et en faire en fait un petit peu, on va dire, la région, comme la région de Hong Kong au sud, mais la faire au nord avec une ville russe. Donc, si vous voulez, la Chine et la Russie, qui ne sont pas des partenaires naturels. On a eu tout un contentieux historique très vieux. C'est des pays qui se sont longtemps méfiés l'un de l'autre. Mais la situation, on va dire que l'Occident les a poussés dans les bras l'un de l'autre. Et alors justement, il ne faut pas médire trop sur la Russie en disant que la Russie est devenue l'État vassal de la Chine. Les deux pays ont des complémentarités très fortes et ils mettent bien un point d'honneur à chaque fois à dire que ce n'est pas une alliance. La Russie et la Chine ne sont pas devenues une alliance militaire contre l'Occident. Ils disent c'est un partenariat stratégique et ils se rappellent, j'imagine, de la citation de Bismarck qui disait que dans une alliance, il y a toujours un cavalier et une monture. Mais ni l'un ni l'autre ne veulent être la monture, évidemment.
Alors, vous dites que ce n'est pas une alliance militaire, alors que Xi, paraît-il, qualifie Poutine d'ami, et c'est réciproque. Les Russes parlent sans cesse de monde multipolaire, de fin de domination de l'Occident. Les Chinois partagent-ils cette ambition de vouloir accélérer la fin de l'hégémonie occidentale? Je pense que ça relève un peu du procès d'intention de dire qu'ils veulent accélérer et quand on regarde un peu les discours aussi bien de Xi Jinping que de son ministre des Affaires étrangères, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Ce qu'ils veulent accélérer, c'est un monde multipolaire, mais c'est pas la chute on va dire de l'Occident ou de l'Empire anglo-américain. Mais aussi bien Xi Jinping que Vladimir Poutine disent que dans un monde multipolaire, les États-Unis ne sont qu'un pôle parmi d'autres. Maintenant, il y a un pôle russe, il y a un pôle chinois, il y a probablement un pôle brésilien et un pôle iranien éventuellement. Et voilà, donc en fait, il s'agit de dire, c'était le système précédent qui était injuste. Maintenant, on s'achemine vers un système plus juste. Et effectivement, la Chine, comme la Russie, mais surtout la Chine, essaye de réformer les institutions internationales, notamment l'ONU, dans ce sens-là, notamment en proposant d'ouvrir le Conseil de sécurité à d'autres pays, mais pas à des pays pro-occidentaux, évidemment, comme il le demande depuis 15 ans, le Japon, l'Allemagne, la Corée, ce qui reviendrait en fait à agrandir le rôle de l'Occident. Là, la Chine essaie de pousser des États comme le Brésil, l'Argentine, le Nigeria, des pays comme ça, de façon à ce qu'en fait, il y a une vraie représentation de la puissance économique des États à l'ONU. Alors, le dossier qui fâche le plus peut-être en Occident, c'est évidemment celui de Taïwan. Alors, avant-hier, Taïwan a affirmé avoir détecté 2 ballons chinois au-dessus de l'île. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois 4. Nous pouvons voir une carte réalisée par Choc du Monde, celle des zones d'identification de défense aérienne. Laurent Michelon, le problème de Taïwan est très symbolique en grande partie pour la Chine, mais Pékin et Taïwan sont-ils, j'ai envie de dire, condamnés à ne pas pouvoir s'entendre, d'autant plus que Xi Jinping, il y a quelques jours pour le Nouvel An, a dit que la Chine serait réunifiée. Non, il n'y a pas de fatalité, et surtout il y a une chose qui est sûre, c'est que si on retire de l'équation les États-Unis globalement, le problème se réglera tout seul ou aurait déjà été réglé depuis longtemps. Parce que aussi bien les Taïwanais que les Chinois, depuis 1949, ont reconnu qu'il y avait une seule Chine. Alors évidemment, il y avait une ambiguïté qui consistait à dire, chacun disait c'est nous les représentants de la Chine. Et d'ailleurs, il y a eu une alternance à l'ONU pour le siège de représentation de la Chine qui était d'abord à Taïwan et qui ensuite a été passé à la Chine. Mais si vous voulez, depuis le changement de siège à l'ONU entre Taïwan et la Chine, il n'y a jamais eu de discours belliqueux entre les deux entités territoriales. Il y a un commerce qui est florissant. Il y a plus d'1 million de Taïwanais qui vivent en Chine, qui font toutes leurs affaires en Chine, qui sont mariés à des femmes chinoises, qui ont des enfants, qui voyagent entre les deux endroits. Donc il n'y a aucun intérêt, si vous voulez, à perturber le statu quo. Mais justement, ce que veut l'hégémon anglo-américain, c'est perturber le statu quo. Et depuis un certain nombre d'années, les États-Unis franchissent systématiquement la ligne rouge de Pékin, qui depuis 1949 dit, et d'ailleurs c'est une condition de signature de reconnaissance diplomatique avec la Chine, c'est la reconnaissance de la politique de la Chine unique. Or, les États-Unis, qui étaient d'accord également en 1949, maintenant mettent à mal cette ligne rouge. Et là, ça a été on va dire le point d'orgue de cela, ça a été la visite de Nancy Pelosi à Taïwan au milieu de l'année dernière, qui était une claire provocation d'essayer de voir si la Chine allait commettre un impair qui aurait été très, très télégénique pour les médias occidentaux. Ce que la Chine n'a pas fait d'ailleurs. Mais si vous voulez, les États-Unis franchissent systématiquement la ligne rouge de façon tout à fait consciente pour essayer de pousser à la faute. La Chine est patiente, mais elle a bien dit, et Xi Jinping a dit, si Taïwan est, pour une raison ou pour une autre, poussé à déclarer son indépendance, l'option militaire est sur la table. Voilà. Option militaire, ce n'est sans doute pas la seule région, zone à proximité de la Chine qui pose problème, puisqu'il y a une autre mésentente, c'est bien sûr les revendications en mer de Chine. Nous pouvons voir sur cette nouvelle carte de Choc du Monde les différentes revendications des pays de la région. Alors, Laurent Michelon, la situation est
grave, mais peut paraître quelquefois un peu légère quand on voit par exemple les photos du navire de la Seconde Guerre mondiale philippin, le BMP Sierra Madre, que Manille a fait échouer dans les îles Spratly pour contester l'atoll. Concrètement, une demi-douzaine de Marines philippins occupent une épave pour, pardonnez-moi l'expression, emmerder Pékin. Mais bon, plus sérieusement, les incidents sont récurrents et on sait, entre autres, que les Philippins sont alliés à Washington. Vous l'avez mentionné d'ailleurs il y a quelques minutes. La situation peut-elle déraper en mer de Chine, selon vous, Laurent Michelon? Alors oui, elle a plus de chances de déraper sur la question philippine, à mon avis, que sur la question taïwanaise, mais c'est bon, c'est une autre question. Alors oui, elle peut déraper parce que pour la simple et bonne raison que le président philippin n'a pas le choix de sa politique étrangère. Et ça, on l'a vu dès sa nomination. Quand il a été élu, son premier voyage a été à Pékin. Il a rencontré Xi Jinping et ils ont expliqué, ils ont déclaré une déclaration conjointe qu'ils pensaient que plutôt que de déterminer une ligne claire entre la zone philippine et la zone chinoise, il était plus intelligent de co-développer ces régions, puisque de toute façon, c'est pour des ressources naturelles qu'ils se disputent. Donc, ils s'étaient mis d'accord sur un projet de co-développement de la zone, donc finalement, aucune chance de se disputer. Et la semaine d'après, Lloyd Austin, donc le directeur du Pentagone, s'est rendu à Manille pour une réunion entre quatre yeux, à la suite de laquelle le président philippin, qui est le fils du président Marcos, et dont toute la fortune est aux États-Unis et il est possible qu'il soit amené à un procès justement pour cet argent détourné par son père, a fait volte-face et depuis a mis à disposition des États-Unis 4 nouvelles bases aux Philippines. Voilà, donc on peut se dire qu'il a été retourné comme une crêpe, comme on dit communément, mais c'est la triste réalité parce qu'il y a aucun intérêt à aller se disputer avec la Chine qui de toute façon ne va pas déménager. Voilà. D'autant plus qu'il me semble que les Américains ont sont en train de réinstaller l'ancienne base de Guam qui avait été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour bombarder le Japon. Je crois que les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont décollé de la base américaine de Guam et qui est en train d'être rénovée par les États-Unis. Donc nous comprenons les tensions qui entourent la Chine. Selon vous, si je vous ai bien suivi, si je vous ai bien compris, Laurent Michelon, Pékin s'est fait preuve de retenue. Et c'est aussi le cas, semble-t-il, au Proche et au Moyen-Orient. La Chine tient à cet argumentaire que vous avez aussi évoqué en début d'émission. Elle a permis un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, une relation qui était tendue, et plus récemment, elle prône une pacification du conflit gazaoui en prônant la solution dite, qui est aussi prônée par l'ONU d'ailleurs, des deux États avec la création d'un État palestinien. Elle a donc court-circuité Washington d'une certaine manière et s'oppose à l'administration Biden au Proche et au Moyen-Orient avec un langage beaucoup plus apaisé. Est-ce la piste privilégiée par la diplomatie chinoise? Enfin, je veux dire, est-ce justement l'avenir de la diplomatie chinoise au Moyen-Orient? Je pense que la diplomatie chinoise a compris qu'en face d'elle, il n'y avait pas de diplomatie américaine. Il n'y avait plus de diplomatie. Et donc, effectivement, la Chine n'a fait que répéter ce que le président... Donc, la diplomatie chinoise a répété ce que le président Xi Jinping avait dit il y a 2 ans déjà. Il avait dit qu'il fallait réparer cette injustice historique qui était faite aux Palestiniens. Mais ça n'a servi à rien. La Chine a dépêché un envoyé spécial pour la région qui a fait le tour des capitales dès le déclenchement du conflit, mais qui lui aussi, il n'y avait pas de raison qu'il réussisse plus que ce que les Américains ont soi-disant essayé de faire, mais il n'y a pas eu de possibilité d'apaiser, on va dire, l'appétit israélien. Donc, la Chine, je pense, a changé son fusil d'épaule et on le voit dans la semaine dernière, non, pas la semaine dernière, il y a 3 jours, il y a 5 nouveaux États qui ont rejoint les BRICS, et ce sont tous, quasiment, à l'exception de l'Éthiopie, ce sont tous des États de la région, puisqu'il y a l'Arabie Saoudite, l'Iran, que la Chine avait réussi à réconcilier avec l'aide de la Russie l'année dernière, les Émirats arabes unis, et il y en a un qui m'échappe.
Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, voilà, donc ils sont tous des pays de la région et qui viennent de rejoindre les BRICS. Et ça, plus tous les accords commerciaux qui sont passés entre la Chine et l'Arabie Saoudite, je pense que c'est en fait la nouvelle politique chinoise, mais d'ailleurs les Russes, je pense, font la même chose, dans la région, ce qui perturbe énormément les ambitions de l'hégémon anglo-américain qui n'était pas habitué à avoir de la concurrence dans la région et qui petit à petit va se faire pousser en dehors de la région, d'une région qui d'ailleurs en Chine, on n'appelle pas le Moyen-Orient, mais on appelle l'Asie de l'Ouest, ce qui est quand même très significatif puisque le Moyen-Orient, c'est une appellation, on va dire, eurocentrée. Là, on appelle ça maintenant l'Asie de l'Ouest. Dernière question, Laurent Michelon, avant de conclure, puisque malheureusement le chronomètre tourne, mais si vous deviez conseiller quelque chose à Emmanuel Macron vis-à-vis de sa politique chinoise, que lui diriez-vous ? Je lui dirais de faire ce qu'il a dit quand il est venu en Chine. Je lui demanderais que plutôt que de parler d'autonomie stratégique de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, j'aimerais bien qu'il parle d'autonomie stratégique de la France vis-à-vis des États-Unis, puisqu'il est président français. Voilà. Nous remercions donc Laurent Michelon pour ses propos sur la Chine. Nous vous remercions vous aussi d'avoir suivi ce nouveau numéro de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker cette vidéo. Merci à tous et à bientôt.